Armée zaïroise, vive le Zaïre, je vous remercie. C'est un président, beaucoup de gens se demandent où est passé le président Mobutu, où est-il et que fait-il? Je suis là devant vous et tout le monde sait où je me trouve. Même lorsque je quitte le pays pour l'étranger, que ce soit au Maroc, en Égypte, en Italie, le peuple me suit toujours. Je peux confirmer que nous sommes à présent à Guadeloupe. Bien sûr que oui. Alors, citoyen président, est-ce que c'est à dessein que vous avez décidé, disons, de vous taire alors que se déroulent les travaux de la conférence nationale? C'est vrai que vous avez fait une première intervention à un moment donné, et puis au début de cette semaine, on a également entendu une déclaration de vous. Est-ce donc à dessein que vous avez décidé de vous taire, peut-être pour ne pas couvrir les travaux de la conférence nationale par votre présence, par vos déclarations? Lumbala, merci pour la question. On dit beaucoup de choses autour de la conférence nationale. Et je crois que mon intervention, avec le communiqué de la présidence, daté du 27 mars, lorsque j'ai décidé de rouvrir la conférence, eh bien, prouve bien que le chef de l'État n'est pas contre la conférence. J'attends plutôt avec beaucoup d'impatience les conclusions. Mais chaque fois que je sentais qu'il y avait tentative de débordement, j'interviens. Pourquoi j'interviens? Pour la première fois, je suis intervenu parce que la conférence, au lieu de travailler dans l'esprit des textes légaux qui la régissent, voulait plutôt déborder et discuter des matières contenues dans la Constitution. Or que dans l'ordonnance présidentielle convoquant la conférence nationale, il est très clairement dit que la conférence nationale était souveraine en ce qu'elle traite des matières autres que celles contenues dans la Constitution. C'est connu de tout le monde. Maintenant, vous êtes devant moi. Je crois que c'est à ma demande. Suite à mon communiqué de lundi dernier, qui a été rendu public, que Monseigneur Mozengo a lu à l'intention des conférenciers. Un communiqué, c'est un président, je le précise, qui a créé un certain trouble. Ce communiqué était tellement clair que je ne vois pas d'où pouvaient venir ces troubles auxquels vous faites allusion. On a créé une tentative d'un nouveau blocage de la conférence nationale. Eh bien, cela appelle de ma part, Lumbala, la mise au point suivante. La conférence nationale continuera ses travaux jusqu'à la fin. Il n'y aura ni blocage, ni tentative de suspension. Il n'y en aura pas. Mais, de la part du bureau de la conférence, je crois qu'un petit rappel à l'ordre de temps en temps pour que chacun respecte les règles du jeu. C'est-à-dire, il nous est interdit de toucher aux matières contenues dans la Constitution. Nous sommes plutôt appelés à préparer une nouvelle Constitution qui va régir la République, la Troisième République demain.
on doit s'atteler à cela au lieu de chercher à faire autre chose que ce qui est contenu dans l'ordonnance de convocation. C'est une déclaration qui rassure le citoyen président. Mais d'autre part, je crois que vous le savez également, tout le monde dit que tout va mal. En tout cas, l'opinion qui est entendue au niveau de la conférence nationale dit que tout va mal. Peut-être qu'on ne peut pas le contester, mais d'un autre côté, on dit que rien n'aurait été fait en ce qui concerne la Deuxième République. Qu'est-ce que vous y répondez? Eh bien, c'est précisément à ce sujet que dans le communiqué de lundi dernier, 15 juin, que j'ai mentionné exprès que j'allais faire des mises au point. Au niveau de la conférence, puisqu'il y a eu au total, d'après mes renseignements, 170 déclarations de politique générale. Et dans chacune de ces déclarations, chacun se plaisait à dire que la Deuxième République n'a rien fait. Lumbana, beaucoup a été fait. Je commence par exemple avec quelque chose de simple, disons les problèmes relatifs par exemple à la culture, au sport. Quelqu'un a osé dire rien n'a été fait pour le sport. Moins d'un an après mon avènement, et vous le savez, j'ai fait venir de l'étranger, à mes frais, nos joueurs avec les membres de leur famille. On nous disait que nous étions des léopards. Eh bien, des léopards avec des griffes non aiguisées. Eh bien, lorsque j'ai mis sur pied les léopards, vous le savez très bien, ils ont fait tomber tout le monde sur leur passage dans les stades africains. 2 fois champion d'Afrique. Combien de fois vice-champion d'Afrique? Et j'ajouterai tout de suite ceci. Quelqu'un qui ne s'occupe pas des sports, qui ne fait rien pour les sports, peut-il quitter ce pays par avion jusqu'à Pékin en Chine et obtenir des Chinois la réalisation d'un stade comme Camagnola, un stade omnisport comme Camagnola? Cela nous coûte combien? À titre seulement d'exemple, nos basketteuses, championnes d'Afrique, combien de fois? Et vous le savez, lorsqu'il s'agit de sport, je cesse parfois d'être chef de l'État pour m'occuper des petits détails. Affrètement d'avion, viatique, qu'est-ce que je ne fais pas? Et c'est connu de tout le monde. Et ça fait mal d'apprendre qu'à la tribune, par exemple, de la conférence nationale, certains se permettent de dire rien n'a été fait pour le sport dans notre pays. Monsieur le Président, ça c'est du domaine de loisirs. Il faudrait peut-être, je crois, pour convaincre les gens, parler des domaines plus concrets, plus substantiels qui intéressent la vie des personnes au quotidien sur ce qui a été fait. Eh bien, avec cette question sur le plan des investissements, par exemple. Avec cette question que vous me posez là, prenons certains exemples. Rien n'a été fait en 1966, c'est-à-dire moins d'un an après mon avènement. Tous les Aérois derrière le chef. Nous avons arraché à nos amis belges de haute lutte l'ex-union minière du Haut-Katanga, qui était devenue Gécomine d'abord, Gécamine à l'heure qu'il est. Ça c'est d'un. En 1967. Et ça c'est le détail le plus important. Parce que nous devons parler économie, monnaie, finance. En 1967,
le 24 juin, à Kinkole, j'ai annoncé la naissance du Zaïre Monet. Et sur ce chapitre Lumbana, je voudrais bien que vous qui êtes journaliste, l'homme le plus informé, que vous puissiez me dire quel est cet État africain, disons de l'Afrique noire, qui a créé une monnaie nationale qui, à la naissance, valait 2 $, soit 100 francs belges. Et c'est connu de tous qu'un Zaïrois, après le 24 avril 1967, lorsqu'il quittait le Zaïre, son pays, avec son Zaïre monnaie en poche, arrivé à Bruxelles, ville que tous les Zaïrois aiment visiter, eh bien, ou bien il avait 2 $, ou bien il avait 100 francs belges. Mais il fallait bien le faire. En 67 toujours, j'ai créé la SONAS. J'ai mis fin à l'existence de toutes les sociétés d'assurance étrangères qui nous exploitaient. Et avec la SONAS, eh bien, pour moi, les choses devaient très bien aller. Prenons l'exemple sur d'autres pays africains que je connais. Par exemple le Maroc, la Tunisie, où des sociétés nationales d'assurance existent. Mais avec ces sociétés nationales d'assurance nationales, il y a beaucoup d'investissements dans tous les domaines, entre autres dans le domaine immobilier. Cela n'a pas été fait chez nous. Eh bien, je donne des orientations. Quant au reste, c'est au PDG, aux responsables de nous prouver, de nous dire pourquoi, au lieu du succès, avec les moyens mis à leur disposition, il y a eu échec. Et je continue. Laissez-moi, le chapitre est très important, Lumba. Je voudrais malgré tout. Oui, mais j'arrive. En 1967, toujours. Discussion avec nos amis belges. Et tout le monde savait que nous avions 25% dans Sabena. J'ai dit gentiment aux amis belges que cela faisait combien d'avions pour nous. J'avais l'intention de créer Air Zaïre. Ils m'ont dit 3 avions. On nous a donné 3 vieux avions. Qu'est-ce que j'ai fait? À ces 3 vieux avions, j'ai ajouté 2 DC-10, 2 DC-8, 5 737, Boeing 737 et 8 Fokker. Donc, non seulement que j'ai créé Air Zaïre, non seulement que j'ai obtenu des Belges 3 vieux avions pour les 25% de participation de notre pays dans Sabena, j'ai mis ces moyens à la disposition des responsables. CMZ, contact avec les amis belges, cela fait combien de bateaux? Les 10 ou 15% du Zaïre dans la compagnie maritime belge. Encore une fois, 3 vieux navires de haute mer, entre autres le Lumumba. À ces 3 vieux navires de haute mer, j'en ai ajouté 8, maintenant 9. Et le tout premier s'appelait Kasavubu, du nom du premier président de la République du Zaïre. Que s'est-il passé? J'ai invité Maman Kasavubu chez moi et j'ai dit, le premier bateau va porter le nom de votre mari. Il est fin prêt, voici le billet, voici le viatique, direction Japon. Maman Kasavubu, accompagnée de certains de ses enfants, est allée au Japon. Pardon, pour l'inauguration. À son retour, lorsque le bateau est arrivé à Matadi, il y avait une grande cérémonie. Et 8 bateaux, pimpant 9, plus 3 vieux bateaux, au total Lumbana 11. Que sont-ils devenus aujourd'hui, tous ces bateaux? Et on me dit, rien n'a été fait. Beaucoup a été fait. C'est un président, honnêtement, je crois, ce que vous venez de dire est incontestable. On doit pouvoir vous le reconnaître. Mais le problème, le reproche qui est généralement fait, c'est au sujet de la gestion. On vous reproche, vous personnellement, d'avoir interféré
dans ces entreprises, notamment par certaines ponctions? Écoutez, Lumbana, faisons ici la part des choses. Le chef donne des orientations. Je viens de mentionner ici la SONAS, la GECAMIN. Je viens de mentionner encore la CMZ. J'ai ajouté Air Zahir. Mais à la tête de ces entreprises, pour la plupart du temps, il n'y avait que des universitaires. Comment expliquer la Donc, faillite? si je vous comprends bien, je devais à la fois être le chef de l'État, l'homme qui donne des orientations, et en même temps PDG pour gérer et établir le bilan. Répondez à ma place. Humainement, c'est pas possible. Mais il n'y a pas eu de contrôle. On reproche également, de la part de la Deuxième République, le fait d'avoir abandonné le contrôle et d'avoir ainsi occasionné une certaine impunité dans le chef des personnes chargées de ces entreprises. Oui, là je crois que je ne suis pas ici, Lumbana, pour vous dire tout va bien, tout allait bien, Madame la Marquise. Ceux qui émettent des critiques concernant la gestion, ils n'ont pas tort d'émettre des critiques. Je crois qu'ils ont raison. Notre drame, s'agissant de la Deuxième République, qui a pris naissance le 24 novembre 1965, et dont l'existence a pris fin avec mon message à la nation du 24 avril 1990, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est que nous étions dans un parti État, un parti unique. Et vous me parlez de mauvaise gestion, manque de contrôle. Les contrôles se faisaient quand même au niveau du Parlement. Il y avait une commission chargée du contrôle de la gestion des entreprises d'État. Il y a eu notamment arrêt des interpellations. Oui. Je ne suis pas là pour faire la critique des institutions, le Parlement et tout ça. Eh bien, ces enquêtes, dont les unes ont été concluantes, eh bien, laissez parfois à désirer aussi, d'où cette interruption. Et voilà, je crois que n'entrons pas trop dans les détails en ce qui concerne certains manquements et tout. Je crois que mon rôle, mon devoir ici, Lumbana, c'est de vous dire que c'est faux. Comme certains l'ont fait du haut de la tribune de la conférence nationale, de dire rien n'a été fait. Beaucoup a été fait dans tous les domaines. Malheureusement que dans cet entretien, on n'a pas commencé par le commencement. Eh bien, je vais faire marche arrière pour qu'on puisse commencer par le commencement. Je vous en prie. La paix. Vous savez combien je me suis investi dans la pacification du pays. Parce que, au départ, je me disais ceci. Il faut que ce peuple vive dans la paix. Il faut que la paix revienne à tout prix. Et je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Ce que j'ai fait dans ce domaine de la pacification est connu de tous. Et il fallait aussi unifier. Et vous comprenez ce que cela veut dire, unifier le pays. Les 3/4 du territoire national étaient occupés par des sécessionnistes. Il y a eu des rébellions un peu partout. Souvenez-vous de ce que j'ai fait au mois d'août 1960, lorsqu'en ma qualité de chef d'état-major de l'armée congolaise à l'époque, j'ai été chargé par le gouvernement d'aller mettre fin à la sécession du Sud Kasaï. Arrivé à Kananga,
J'ai fait la route. J'ai pris une jeep jusque Mbujimayi, Bakwanga à l'époque. Le premier rapport qui m'a été fait par feu le général Nzoïgba, qui était alors major, commandant du 3e bataillon commando, ce rapport était le suivant. Mon colonel Awa Makambo Mabandi Kobeba, Tubwaka ki bombe me bombe ezwi ndakonzambe. Tango na otoza koya na ebaki teli makambo ekosepelisa yote. Alors sikoyo ligne de conduite ni na kozala nango. Ma réponse était la suivante. Vous stoppez. Question. Bon, tokokota na ville, tosito zingi ville mobimba etikala bele kokota. Bongo tokokota tokobeta masasi te. Et je lui ai dit, ben, nous entrons après les dégâts causés au clocher de la cathédrale, ben, je ne veux plus rien savoir, on ne tire pas. Nous sommes entrés et la population, sachant que j'étais là, est sortie massivement m'acclamer. C'est alors que l'on commençait à me faire certaines révélations. Certains m'ont conseillé de passer par la prison centrale. Je suis passé par là. J'ai demandé qu'on m'ouvre les portes de cette prison centrale. Il n'y avait pas de clé. Ah, celui qui a les clés de la porte, on doit aller le chercher et tout ça. J'avais mes bottes. J'ai cassé toutes les portes avec mes bottes. Un spectacle désolant. Des squelettes vivants. Hommes, femmes, même des femmes enceintes. Celui qui les a emprisonnés, vous allez m'excuser, je ne sais pas si je peux citer des noms ici, mais celui-là s'est permis de me citer dans cette déclaration. Et celui-là se présente comme le protecteur du peuple Luba. Et c'est triste, ça fait pitié que lorsqu'on aime un peuple, lorsqu'on veut se présenter comme étant son protecteur, agir de cette façon-là. Ensuite, un autre renseignement que j'ai lu m'indiquait d'aller sur la route de Chileng. Et ceux qui m'ont informé ont fait exprès de prendre un bulldozer pour soi-disant arranger la route sur mon passage. Or que, qu'est-ce qu'il y avait encore là? Des squelettes. Il y avait là des fosses communes, on mettait des cadavres. Alors, le responsable est connu. Et il a sa place à la conférence nationale. Ce sont donc des contre-vérités que vous vouliez relever? Eh bien, ce sont des choses-là, voyez-vous, qui choquent, qui dérangent, qui blessent. Et on donne la parole aux assassins. Et ces assassins se permettent de parler du chef de l'État de la manière que vous connaissez. Je ne suis pas ici, Lumbana, croyez-moi, pour parler du mal de ceux qui m'injurient, de ceux qui essaient de me traîner dans la boue, qui essaient de me disqualifier par des propos mensongers. Parce que tout n'est que mensonge. Mensonge éhonté, grossier, pour essayer de disqualifier le chef de l'État que je suis devant l'opinion. Eh bien, ils peuvent injurier, c'est l'arme des faibles, mais le mensonge me pousse à faire des mises au point telles que je le fais. Ce qui me dérange encore, puisque nous sommes déjà au chapitre Mbujimayi, assassinat, squelette vivant, tout ce que vous voulez, c'est quoi? Le président de la conférence nationale, Monseigneur Moussengo, est un évêque. Qu'est-ce que nous trouvons dans la salle là?
ceux qui ont assassiné, ceux qui ont tué, et qui doivent aujourd'hui la vie grâce à moi. On leur donne la parole pour se faire applaudir. Eh bien, ce sont des choses inacceptables. Avant-hier, vous avez vu Maman Moulamba, la veuve du général Moulamba, premier ministre de la Deuxième République. Cette femme ne demande rien à personne. On l'a invité à passer au Palais du Peuple, recevoir son invitation, son macaron en vue de participer à la conférence nationale. Elle a participé. Un mois après, on la convoque pour lui dire « Ah maman, merci, yo koya li susute, kombo no tolongoli ». Cette maman m'a montré la lettre d'invitation, le macaron. J'ai une question à vous poser, Lumbana, vous qui êtes journaliste, vous qui êtes citoyen zaïrois. Si nous sommes sérieux, peut-on faire cela à la veuve du général Moulamba? Lorsqu'on sait tout ce que feu son mari a fait, non seulement pour les forces armées, mais surtout pour le pays. Peut-on insulter disons, sa mémoire de cette façon-là? Accorder des sièges à la conférence nationale aux assassins qui parlent et qui se font applaudir et sortir la veuve Moulamba. Humainement parlant, est-ce que c'est ce Zaïre de demain que nous voulons vraiment bâtir lorsque ce sera la Troisième République? Cela vous choque, citoyen président? Ça me choque et ça me dérange. Parce que je sais vous dire combien cet homme, le général Moulamba, a aimé ce pays de son vivant. Et tout ce qu'il a fait. Et il n'a pas été riche, il ne s'est pas enrichi. Sa veuve, c'est moi qui m'en occupe. Par contre, vous devez être content, je crois, de constater la présence de Madame Kasavubu. Eh bien, il y a beaucoup à dire aussi à ce sujet, puisqu'on a mis la femme de Moulamba dehors. On a gardé la présence de Maman Kasavubu. Présence que je salue. Mais ce que je n'ai pas aimé avec cette présence, c'est lorsque la parole avait été donnée à Maman Kasavubu pour dire son mot à l'adresse non seulement des conférenciers, mais des habitants de ce pays. Mais d'après le rapport qui m'a été fait, vous allez peut-être être surpris d'apprendre, de savoir que je ne suis jamais les travaux, les discours, ce qui se dit là. J'ai autre chose à faire. Mais régulièrement, journellement, on me fait rapport. Mais j'ai appris que la fille aînée de feu le président Kasavubu, lorsqu'elle a pris la parole, n'a pas trouvé mieux que de dire Tozali comme on n'a pas si Bazo Salisa Bissoute, citoyen Lumbana, cela constitue ni plus ni moins une contre-vérité. La vérité vraie, la voici. Au lendemain du décès de feu le président Kasavubu, d'abord je n'étais pas au pays, je me trouvais en visite officielle en Allemagne. À mon retour, j'ai reçu la veuve Kasavubu et ses enfants. Et sans plus attendre, j'ai demandé qu'on prépare une ordonnance présidentielle à son sujet, l'alignant sur les ministres. Donc, de 69 à 79, Maman Kasavubu était alignée sur les ministres
zaïrois. Ce que un ministre zaïrois a touché entre 69 et 79, c'est ce que Maman Kasavubu a touché. Et continue de toucher. Et depuis 1960, suivez-moi bien, depuis 1979, j'ai encore bonne mémoire, juin 79, eh bien, j'ai à son sujet toujours signé une ordonnance pour régulariser la situation des veuves des présidents de la République. Maintenant, au lieu de toucher comme un ministre, elle a sa rente de veuve de notre premier président de la République. Et j'irai encore loin pour vous dire ceci. Lorsque, pour la première fois, Maman Kasavubu est venue me rendre visite, la première chose dont elle m'a parlé, c'était sa maison. Vous connaissez la maison de l'ancien président Kasavubu, maison qu'il a construite lorsqu'il était encore fonctionnaire colonial, de l'État colonial, sur l'avenue qui porte son nom, sur la zone Kasavubu. Voilà. Papa, ndako yo tatatiki ekokanga na bana teza moke mingi. Ngabi maman lukanda ko osumba. Quelques semaines plus tard, elle est revenue chez moi. Elle m'a préparé, elle m'a présenté son plan. Des bandako, batubasi bavandi banini, matata mingi papa, na sali plan nangai moko, pona lingi ndako ya malamu pona ngai na bana. Vous me croyez, vous ne me croyez pas? Je vous crois, c'est toi. Eh bien, c'est dans cette maison que Maman Kasavubu vit aujourd'hui. La nouvelle maison que j'ai construite pour elle à sa demande. Et on était devenus tellement famille à telle enseigne que Papa Nazana Bilangananga, il me faut un camion, il me faut une camionnette, il me faut une voiture. Je ne suis pas là pour rappeler. Je n'ai pas dans mes habitudes de dire j'ai donné un pain à quelqu'un, je lui ai donné une tasse de thé et révélé cela. Mais lorsque j'apprends qu'à la tribune de la conférence nationale, sa fille a osé dire ça, on ne s'occupe pas de nous, c'est grave. Depuis la mort du président Kasavubu, j'ai donné à la famille combien de camions, de voitures et tout ça. Ce qui permettait à Maman Kasavubu régulièrement de passer chez moi avec des camionnettes bourrées de denrées, feuilles de manioc, bananes, arachides, produits à Bilangawana, ça y est, récolte à Liboso Papa, oh yayowan. Et je quittais le bureau, on allait contempler ça ensemble. Le fils aîné du feu président Kasavubu. Mais je l'ai engagé à l'Ancelin, directeur à l'Ancelin pendant combien d'années? Je l'ai pris avec moi ici à Gbado même. Il est resté à Gbado pendant combien d'années? Comme directeur ici à Nganza, à 8 km sur la route qui mène au barrage de Mobaye. Il était là pendant combien d'années? Au mois de février, il y a à peine 4 mois, j'ai encore revu Maman Kasavubu avec un de ses fils qui est dans la diplomatie du Zaïre. Ses fils m'a parlé d'une promotion. Je l'ai promu. Est-ce qu'on peut accepter des mensonges, je ne dis même pas mensonges, je pèse mes mots, des contre-vérités telles qu'elles se débitent, telles qu'on les débite à la conférence nationale. On dit que le président Kasavubu serait mort faute d'assistance délibérée dans le chef du pouvoir. Lorsque le président Kasavubu a quitté le pouvoir, il avait une voiture officielle à sa disposition, il avait un officier d'ordonnance à sa disposition, tous les moyens étaient mis à sa disposition. Figurez-vous que le jour même où il a quitté le Mont Galim, puisqu'il est resté au Mont Galim jusqu'au jour où lui-même a préféré quitter pour rentrer à Boma.
figurez-vous que lui et Maman Kasavubu, tous les deux, un matin, sont arrivés chez moi. J'étais avec feu Maman Mobutu. Eh bien, nous les avons reçus, on a bien causé. Nous leur avons même demandé si on ne peut pas prendre ensemble un petit déjeuner. Malheureusement, ils avaient déjà pris leur petit déjeuner avant de quitter le Mongolium. Moi, je crois que il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays. Nous ne pouvons pas évoluer dans le mensonge, dans les contre-vérités. Nous ne pouvons pas bâtir la République du Zaïre, la troisième République du Zaïre, avec des mensonges, avec des contre-vérités. Qu'est-ce qui se passe au juste dans ce domaine? La tribune de la conférence nationale est devenue, selon ce que je vois, ce que je comprends, une tribune qui donne l'occasion à certains d'exprimer des aigreurs, des rancœurs, exprimer et puis avoir aussi l'occasion de régler des comptes. Eh bien, le sentiment que personnellement j'avais, ou bien c'était naïf de ma part de voir les choses de cette façon-là, je croyais que c'était l'occasion toute faite pour les cadres zaïrois de se mettre d'accord pour voir où était l'intérêt supérieur du peuple à l'heure qu'il est, pendant la transition dans laquelle nous nous trouvons. Parce que le problème numéro un, c'est l'économie. Disons l'économique et le social. Et bon, on doit s'en occuper. Bon, j'ai parlé tout à l'heure du Zaïre Monnaie. Le 24 avril 1990, lorsque j'ai prononcé mon discours, c'est-à-dire mon message à la nation, figurez-vous que la parité dollar-Zaïre Monnaie était de 1 dollar pour 530 Zaïre. Et à l'heure qu'il est. C'est une dégradation énorme. Eh bien, ça m'effraie. Et pendant ce temps, bon, puisque Ngouze, sa tête ne plaît plus, il n'est plus dans l'opposition radicale, il est Premier ministre à la tête d'un gouvernement, eh bien, vous connaissez l'adage, ôte-toi de là que je me mette à gouvernement et tout cela. Eh bien, l'intérêt du peuple nous oblige, à l'heure qu'il est, de nous pencher sur ses intérêts, c'est-à-dire l'économique et le social. Eh bien, toutes affaires cessantes d'abord cela. Que le gouvernement nous plaise ou pas, qu'on l'aide tous ensemble à redresser la situation économique et sociale du pays. Quitte à ce qu'il passe la main demain. Revenons, citoyen président, aux problèmes économiques, puisqu'ils sont importants, comme vous le mentionnez. À propos de la zaïrianisation, d'aucuns l'ont considéré ou la considèrent comme un véritable crime économique, comme un racket au plus haut niveau de l'État. Lumbana, chacun est libre dans ce pays de s'exprimer à sa manière, de dire n'importe quoi, de dire ce que bon lui semble. Presque tout le temps dans ce pays, on parlait des classes moyennes. Et on parle encore des classes moyennes. Vous savez qu'avec la zaïrianisation, eh bien, les classes moyennes au Zaïre allaient être les plus importantes d'Afrique. Et ce qui prouve encore une fois que la gestion, le domaine de la gestion, le Zaïrois ne maîtrise pas encore comme il faut, encore tout à fait, la gestion du commerce, la gestion des affaires. Vous savez qu'avec cela, si chacun avait bien compris, cette affaire n'est pas à moi, mais le gouvernement, par la voix du chef de l'État, eh bien,
mais quelque chose qui ne m'appartient pas à moi, à ma disposition pour gérer, eh bien c'est à moi maintenant. Et je ne dois pas manger et le capital, manger le patrimoine, tout ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contraire. On a commencé par liquider le capital, on a commencé par vendre tous ces biens. Et maintenant, le gouvernement zaïrois, face à ces étrangers, qui ont droit à une indemnisation. Et c'est à partir de là qu'il fallait me poser votre question. Vis-à-vis des étrangers, des gouvernements étrangers avec lesquels nous sommes en relation diplomatique normale, il fallait prendre ses responsabilités et dire, mais l'État zaïrois, le gouvernement zaïrois prend tout cela sur lui, avec l'espoir que les acquéreurs allaient remplir leurs obligations vis-à-vis de l'État, ce qui n'a pas été fait. Et la dette est érable, c'est un président. Laissez-moi continuer, Lumbana, avec cette situation qui fait que c'est l'État zaïrois qui s'engage à rembourser aux étrangers. Et vis-à-vis de l'État zaïrois, aucun acquéreur ne fait quoi que ce soit. Eh bien, cela affaiblit financièrement l'État zaïrois. Ça coûte des milliards. Eh bien, dans la salle, vous avez combien d'acquéreurs qui s'expliquent sur leur comportement? C'est facile d'injurier le président Mobutu, sachant très bien qu'il ne peut pas répondre. C'est trop bas pour lui. Il ne peut pas répondre. Mais lorsqu'on dit les contre-vérités, eh bien, je dois à mon tour rétablir la vérité, parce qu'il y a cette façon-là d'écrire l'histoire du Zaïre avec des mensonges, des contre-vérités. On ne peut pas bâtir un pays de l'importance du Zaïre avec des mensonges et des contre-vérités. C'est triste. C'est un président, la dette est érable. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que l'État va faire? Pas vous, mais l'État. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, exiger des acquéreurs de remplir leurs obligations vis-à-vis de l'État. Est-ce qu'on peut parler du contentieux belgo-zaïrois? Pourquoi pas? C'est un dossier, il faut le dire, qui a été mal fermé. J'entends le dossier financier entre la Belgique et le Zaïre. Comment envisagez-vous de lui trouver une solution à la lumière des déclarations et plutôt des réclamations qui sont entendues dans la salle de conférence? Lorsqu'il s'agit, Lumbana, des traités et accords internationaux, je crois que tout ce que je peux vous dire en réponse à la question, c'est la référence à l'article 109 de la Constitution qui vous donnera la réponse qu'il faut. Il faudrait peut-être dire ce que c'est, brièvement. Ouais, vous ne lisez jamais la Constitution. Je n'ai pas des éléments précis. Mais le responsable numéro 1 des traités et accords internationaux, c'est le président de la République. Et à ce sujet, s'agissant de nos rapports avec la Belgique, savez-vous, cela va faire bientôt 32 ans que le Zaïre a accédé à la souveraineté internationale. Rappelez-vous aussi que pour mettre fin aux querelles presque interminables avec nos anciens colonisateurs d'hier, il avait été décidé de commun accord entre la Belgique et le Zaïre de choisir comme, disons, arbitre Sa Majesté Hassan II du Maroc. Raison pour laquelle nous avons été chez lui. Côté zaïrois, c'était moi. Côté belge, l'ancien Premier ministre Wilfried Martens. Nous avons signé ces accords et
aujourd'hui certains qui réclament qu'on rouvre le dossier étaient avec moi. Je crois que cette question, vous savez que lorsque nous étions à Rabat, mon ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était l'actuel Premier ministre Ngouns. Je crois que dans le cas d'une interview comme ça, ce sera difficile d'entrer dans tous les détails. Mais je vous renvoie à l'article 109 de la Constitution, à partir du moment où le président de la République du Zaïre engage la République en signant des accords ou traités internationaux, à partir du moment où ceux-là même qui font des réclamations aujourd'hui l'avaient assisté lors de cette signature, alors vous voyez que le monde dans lequel nous vivons, la Troisième République que nous voulons bâtir, risque de ne pas être prise au sérieux comme un pays démocratique. On dit de la diplomatie zaïroise qu'elle aurait été menée selon des convenances personnelles. On cite à ce sujet, par exemple, l'abandon de souveraineté sur une portion du territoire zaïrois du côté de la Ruzizi. Et je ne sais pas ce que vous répondez sur ce point. Encore une fois, il s'agit là d'une contre-vérité. Il n'y a pas eu abandon. Puisqu'au moment où nous parlons, il y a une commission de litige entre Burundais et Zaïrois qui traite de ce problème. Et si on vous sort la carte géographique du Zaïre, vous allez rire. Sur la carte du Zaïre, édition 1972, vous voyez qu'il y a une bande là que certains compatriotes réclament, était déjà du côté burundais. Avec les éditions qui ont suivi 72, cette bande de notre côté. Alors, je crois que à partir du moment où c'est édité par nous, prenez l'édition 72 et d'autres éditions qui ont suivi, Lumbana, vous allez rire. Alors, moi je tiens au sérieux dans les engagements internationaux au nom du Zaïre. Parlons diplomatie, puisque vous l'évoquez. Vous savez que c'était une diplomatie de pointe, une diplomatie très active, eh bien, qui était à la gloire du Zaïre. Aujourd'hui, Lumbana se tient à Rio, une conférence internationale sur l'environnement. Rappelez-vous que grâce à cette diplomatie, grâce à ce savoir-faire en matière diplomatique, j'ai initié un dossier, un document très important qui a été voté presque à l'unanimité des Nations Unies en octobre 1982, appelé, baptisé la Charte de la nature, que j'ai présentée à l'ONU et qui a été adoptée. Je crois que c'est très important. Je suis arrivé au pouvoir le 24 novembre 1965. Moins de 2 années après, il y a eu le 4e sommet de l'OUA. Je dis bien moins de 2 années après, puisque l'OUA, le 4e sommet aux Zaïre, c'était en septembre de cette année-là. Moins de 2 ans. Et alors qu'on n'avait pas assez d'expérience en matière diplomatique, nous avons brillamment réussi. Eh bien, tout cela compte, mon cher Lumbana. C'est un président à qui a profité l'engagement du Zaïre en Angola. Vous pouvez ne pas répondre à cette question. Est-ce au Zaïre
ou aux puissances étrangères? Vous êtes libre de répondre ou de ne pas y répondre. Lumbana, je ne veux pas engager de polémique ici pour dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai, tout cela. Je vous dis simplement ceci. Le premier coup de feu qui a été tiré sur le pouvoir colonial portugais, c'était à partir du Zaïre. Feu Neto, premier président de la République populaire d'Angola, était au Zaïre. Roberto Holden était au Zaïre. Jonas Savimbi était au Zaïre. Tous ces trois leaders, avec leur parti, ont bénéficié de l'hospitalité du Zaïre. Je ne veux pas ici entrer dans des détails pour dire « Ah, ce n'est pas vrai, ceci ». Eh bien, ce que je vous dis là est incontestable. Personne ne peut le contester. Tous les trois ont bénéficié du soutien du Zaïre. Évidemment, avec l'évolution du temps, les uns, étant dans le camp du monde libéral, d'autres dans le camp marxiste-léniniste, avec les conséquences que vous savez, eh bien voilà comment les choses ont évolué. Votre déclaration, si on peut aborder maintenant le problème de la conférence nationale, oui. Votre déclaration du 15 juin soulignait notamment que les travaux de la conférence devaient se dérouler dans le cadre des textes légaux qu'il a créés, la convoque et l'organise. Cette intervention est justifiée par une tendance à la dérive ou au débordement? C'est la deuxième fois pour moi d'intervenir. On pourrait appeler ça rappel à l'ordre. C'est moi qui ai convoqué la conférence, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui l'ai organisée. Et ce n'est pas mauvais pour moi de temps en temps de rappeler tout le monde à l'ordre. Après la suspension du 19 janvier, j'ai pris mes responsabilités pour rouvrir la conférence. Et je viens de vous le dire, il n'est pas question pour moi de suspendre ou d'arrêter, de bloquer quoi que ce soit. La conférence nationale poursuivra ses travaux, Lumbana, jusqu'au bout. Mais il faut aussi retenir que je l'ai fait déjà 2 fois. Chaque fois qu'il y aura tentative de débordement, en bon père de famille, je le ferai encore une 3e, une 4e, une 5e fois. Pourquoi pas? Cette espèce de mise au point, de déclaration, révèle en fait une sorte de conflit de souveraineté entre vous et la souveraineté de la conférence nationale. Lumbana, il y a souveraineté et souveraineté. Il y a légitimité et légitimité. Je crois que le seul, l'unique détenteur de la souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple, de temps en temps, peut transférer, c'est-à-dire par mandat, à certains d'entre nous d'agir en son nom. Parlons conférence nationale. Il n'y a pas eu mandat du peuple. C'est moi qui ai convoqué la conférence par mon ordonnance du 15 juillet signée à Mbandaka, un lundi. Et j'ai fixé les règles du jeu. Vous êtes souverain lorsque vous abordez n'importe quelle matière. Mais lorsqu'il s'agit de matières contenues dans la Constitution, eh bien, vous n'avez pas ce droit. Sinon, allons droit du côté du peuple pour trancher. Voilà. Et vous dites que tout texte intérimaire qui tendrait à remplacer la Constitution serait inopportun. Je vous ai parlé souveraineté, oui. Parlons maintenant légitimité. La légitimité, Lumbana, on ne peut pas se l'octroyer. Ça ne s'octroie pas. Ou on est légitime ou on ne l'est pas. On ne peut pas, dans un texte, dire « je suis l'Assemblée du peuple ». L'Assemblée du peuple, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée du peuple, c'est l'Assemblée régionale.
L'Assemblée du peuple, c'est le conseil des autres. Tous ceux qui remplissent leur mandat après les élections et agissent au nom du peuple. Ce n'est pas le cas avec la conférence nationale. Elle est convoquée par moi et on me dit qu'elle est au-dessus de moi. Je viens de vous démontrer que le seul détenteur de la souveraineté, c'est le peuple. Côté légitimité, on ne peut pas se l'octroyer. Et un texte, disons ce que vous appelez intérimaire, qui tendrait à régir la transition. Lumbana, il y a une constitution en vigueur en République du Zaïre. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour que dans les 15 jours qui viennent, qu'on termine la rédaction de la nouvelle constitution qui va régir la Troisième République, pour préparer le référendum populaire, qu'on en termine vite. Depuis 26 mois, nous traînons. Or que là, prenez le cas du Bénin. 8 jours seulement ont suffi. Et il n'y avait pas de per diem. Au Mali, 8 jours ont suffi. Et il n'y avait pas de per diem. Et chez nous, les choses traînent. Donc, en un mot, pas d'acte fondamental. Comment? Pas d'acte fondamental. Mais il n'en est pas question. Alors, Citoyen le Président, il y a deux préoccupations qui, au sein de la conférence, focalisent l'intérêt des conférenciers. La formation immédiate d'un gouvernement de transition issu de la conférence nationale et la mise sur pied d'un organe de contrôle et de suivi de l'exécution des décisions de cette même conférence que d'aucuns appellent le Haut Conseil de la République. Cet organe, donc, remplacerait l'Assemblée nationale. Quelle est votre position à cet égard? Eh bien, je commence par où vous avez terminé votre question. L'Assemblée nationale existe de par l'esprit de la Constitution, parce que les membres qui composent l'Assemblée nationale sont des élus du peuple. Ils ont été votés en 1987, leur mandat prend fin cette année, eh bien, ils continueront leur mandat à siéger jusqu'au bout. Il n'y a pas de texte intermédiaire entre nous pour couper court à cela. Il faut, pour mettre fin à l'existence de l'actuelle constitution, une autre constitution. On ne peut pas, en démocratie, dire eh bien, la constitution actuelle ne me plaît pas, je prépare moi un autre texte intermédiaire en attendant l'adoption d'une autre. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part au monde. N'importe quel juriste, en dehors de nos juristes qui sont dans la salle de la conférence nationale, eh bien, personne ne peut admettre cette théorie en matière juridique sur la Constitution. Le président Mobutu peut accepter de régner sans gouverner? Mais on voit que vous êtes vraiment de mèche avec la conférence nationale. Je suis simplement. Eh bien, cette théorie, vous la puisez où? Sur le plan juridique. Si vous voulez, je relaie simplement des préoccupations qui sont exprimées. Le président Mobutu a été élu. C'est un président élu démocratiquement par le peuple. Vous êtes d'accord avec lui, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Eh bien, l'unique chose, la seule chose à faire, c'est d'aller devant le peuple et de dire au peuple, Mobutu ne me plaît pas. Si vous êtes un groupe, Mobutu, sa tête ne nous plaît plus. Voici un candidat, votez-le, nous allons le remercier. Mais entre cadres, s'autoproclamer souverain, s'octroyer la légitimité, alors vous voyez que c'est anticonstitutionnel. Et moi qui vous parle, je suis le garant de la Constitution. Sur ce point, je ne tiens pas à transiger. Fédéralisme à gauche ou unitarisme à droite ou vice-versa,
Où vous situez-vous exactement dans ce débat sur la forme de l'État? Lumbana, ma position est la suivante. D'abord, c'est connu de tous que le président Mobutu est un unitariste. Je me suis toujours battu pour l'unité de ce pays. Mais avec l'évolution du temps, je crois que le moment est venu de mettre unitaristes, fédéralistes ensemble. La situation du pays à l'heure qu'il est n'est pas brillante. Au plan politique, au plan économique, au plan social. Pendant que nous allons perdre des journées entières, des semaines, et à la lumière de ce qui se passe à la conférence nationale, des mois à nous quereller sur le fédéralisme ou bien l'unitarisme. Le peuple ne va pas voir des solutions à ces problèmes, disons, pour son quotidien. On met tout le monde ensemble et on dit clairement à tout le monde que, à l'heure qu'il est, le moment est venu d'accorder l'autonomie interne à chaque région. Certains coins de la République où les gens auront certainement difficile à s'autogérer, eh bien, ce sera sous l'autorité, sous la responsabilité du pouvoir central. Je dis bien autonomie interne immédiatement, et au stade final, ce sera le fédéralisme où chacun pourra se gérer comme il entend. Mais trois choses à retenir: unitariste, fédéraliste, ensemble. Ensuite, autonomie interne pour toutes les régions, et au stade final, ça prendra combien d'années? Difficile à dire. Le fédéralisme, l'unité est là, on commence, on renforce l'unité nationale qui est fragile à l'heure qui est, on proclame l'autonomie interne pour chaque région, et au stade final, le moment venu, le fédéralisme, dans l'unité. Oui. Vous voulez satisfaire un peu tout le monde, là? Mais je suis le chef de la grande famille, mon rôle c'est de prendre le point de vue des uns et des autres, de mettre ça dans une espèce de marmite, enlever le couvercle, appelons ça comme les chimistes la solution. La question que je veux vous poser, peut-être vous me répondrez sans objet, mais je souhaiterais malgré tout que vous puissiez me donner une réponse franche. Est-ce que vous êtes toujours candidat à la présidence de la République? Jusqu'à nouvel ordre, je le suis. Votre statut actuel pourtant au sein de l'armée, si tu es un président, ne vous l'autorise pas. Est-ce que vous vous êtes prononcé sur cette question déjà, ou vous vous êtes déjà déterminé? Lumbana, on a déjà survolé presque pas mal de problèmes, et on allait oublier un chapitre très important pour moi, qu'est l'armée. On va y venir, si tu veux. C'est la prochaine question. Non. J'aborde cette question tout de suite. Alors, si vous voulez, j'ajoute... Lumbana, à la fin, je vais vous répondre sur ma situation personnelle concernant les forces armées. On va y arriver. Pendant qu'on me traînait dans la boue, qu'on m'injuriait, qu'on disait n'importe quoi sur moi, on a traîné aussi dans la boue les forces armées en les traitant de soldatesques. La réaction des forces armées a été fulgurante. Souvenez-vous-en. Et vous me donnez là l'occasion d'en parler. On a parlé d'une armée tribale. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. D'une Il y a armée... des forces spéciales
échappant au contrôle du chef d'état-major général. Eh bien, armée tribale, armée tribaliste, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Lumbana, tout pays qui se respecte crée toujours des forces spéciales. Kennedy, à son avènement, n'a pas trouvé mieux que de mettre sur pied les forces spéciales, eh bien, qui font la réputation de l'armée américaine sur tous les théâtres opérationnels. Je risque de m'éloigner du sujet. On me dit force armée parallèle. Cette armée parallèle existe où? On parle de la DSP ou on parle de la garde civile? Lumbana, tout ce qui existe, lorsqu'on dit forces armées, tout ce qui existe, forces terrestres, forces aériennes, forces navales, la gendarmerie, la DSP, la garde civile, tout ce que je viens de mentionner a été créé par moi. C'est l'histoire du Zaïre, histoire avec H majuscule. Lumbana, je faisais partie du premier gouvernement présidé par Lumumba jusqu'à la date du 8 juillet, lorsque les désordres, les troubles étaient généralisés. Le 8 juillet, on a fait appel à moi, pas on. Le gouvernement président Lumumba a fait appel à moi pour aller un peu remettre de l'ordre par-ci, par-là, dans le pays. Et retenez bien la date du 8 juillet. Les Belges nous ont accordé l'indépendance le 30 juin. Le 8 juillet, j'ai été appelé à prendre les choses en main. Tout ce qui existe, Lumbana, est créé par moi. Ou bien on veut d'une force armée pour le pays, et on garde les forces armées, ou on n'en veut pas, on liquide l'arme. Vous parlez de la gendarmerie, c'est mon ordonnance qui l'est créée. La DSP, la garde civile, la force terrestre, la force, tout ce qui existe et qui compose aujourd'hui Lumbana, les forces armées zaïres, c'est ma création. Je reviens à votre question. DSP et garde civile. Je mets la garde civile de côté, parlons DSP. Savez-vous, Lumbana, lorsqu'on dit armée tribale, armée tribalisée, rappelez-vous que la DSP aujourd'hui, qui s'appelait hier DITRAC, division des troupes aéroportées de choc. Son premier commandant s'appelait Tchachi. Et Tchachi était originaire du Kasaï oriental, parce qu'il était là. Retenez cela. Son premier commandant s'appelait Tchachi. Le 4e ou le 5e commandant s'appelait Chibango, un colonel, qui commandait le centre d'entraînement commando ici à Kotakoli. Et comme c'était un brillant officier, j'ai fait appel à lui pour commander la DITRAC, aujourd'hui DSP. Malheureusement, 2 mois et demi après sa prise de commandement, il y a eu ce malheureux accident de roulage et il a perdu la vie. Figurez-vous qu'après sa mort à Kinshasa, sa famille voulait qu'on rapatrie le corps à Mweneditu, dans le Kasaï oriental. L'armée, le commandant des forces voulait qu'il soit enterré à Kinshasa, mais
les bandits de Kotalkoli qui l'ont beaucoup aimé ont exigé qu'on rapatrie son corps à Kotalkoli. Et ce sont les bandits de Kotalkoli qui l'ont pleuré, qui l'ont enterré. Et au moment où je vous parle, ces restes sont là, protégés par les Noirs. Et appelons ça tribalisme. Mais le tribalisme, il vient d'où? Celui qui a prononcé ce discours pour parler de l'armée tribalisée, il s'appelle Ilunga. Et il est venu d'une armée tribale. Lorsqu'en 1964, il a été mis fin à l'existence du gouvernement Kalonji, j'ai accueilli à bras ouverts tout le monde, y compris le capitaine Ilunga à l'époque. Tribalisme au sein des forces armées. Lorsque le capitaine Ilunga est arrivé, il y a eu quelqu'un à la tête des forces armées Lumbana, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, il y a eu quelqu'un à la tête des forces armées qui en a fait d'abord commandant, ensuite major, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade. Ce n'était pas pour ses mérites? Au nom du tribalisme. Et officier d'état-major, ensuite circonscriptionnaire à Mbandaka. Et lorsqu'est arrivée cette malheureuse affaire du coup d'État monté et manqué, où il était impliqué, mon devoir de chef, au nom de la discipline, était de le mettre hors des forces armées. Ça, c'est d'un. De deux, tribalisme au sein des forces armées. À l'heure qu'il est, le dépositaire des secrets militaires, je dis bien le dépositaire, l'homme avec lequel nous traitons de tous les secrets militaires, à l'opposé de l'autre. Lui aussi s'appelle Ilunga. C'est un général de brigade. Et il est là, chef de la maison militaire. Vous allez me dire peut-être que c'est au nom du tribalisme que le général de brigade Ilunga est là. C'est toujours au nom du tribalisme que c'est moi qui vous parle, qui ai envoyé Ilunga à l'école supérieure de guerre à Paris, où il est diplômé breveté d'état-major, et aujourd'hui chef de la maison militaire. C'est toujours au nom du tribalisme. Vous savez, ce genre de mensonge, je dis bien mensonge, éhonté, grossier, c'est pour les besoins de la cause. Il y a un homme à abattre qui s'appelle Mobutu. Eh bien, n'importe quoi est bon lorsqu'il s'agit de le salir, de le traîner dans la boue, de l'insulter. Voilà pourquoi Ilunga est dans la salle. Voilà pourquoi Maman Moulamba est dehors. À l'heure qu'il est, tous les généraux, anciens colonels, qui ont été mis hors des forces armées pour manquement grave à leur discipline, ils sont... Et mettez-vous Lumbana dans ma peau lorsque j'apprends ou on me dit que la parole est au général un tel, la parole est au colonel un tel. On se moque de quelqu'un, on se moque des forces armées. C'est injurieux, c'est insultant. Et voilà l'atmosphère. Et voilà la façon de préparer l'avenir. Eh bien, un exemple. Pour certains pays qui prennent les choses des forces armées au sérieux, l'exemple de la France. Le général Raoul Salon, qui à une certaine époque était candidat maréchal
c'est-à-dire le général le plus décoré de l'armée française. Eh bien, pour manquement grave à ses obligations, à son devoir d'officier général, il était à la tête de l'OAS. Il a été jugé, condamné à mort, ensuite gracié. En France, pays où les gens se respectent, par-dessus le marché démocratique, il a signé un livre que je possède. L'autorité suprême du pays l'a mis hors des forces armées, il a été jugé, condamné. Eh bien, ce livre est signé Raoul Salon. Il n'a pas osé mettre général Raoul Salon. Raoul Salon, citoyen français. Il n'y a qu'au Zaïre qu'on peut assister à des spectacles, à des scènes de ce genre, parce qu'il faut servir les besoins de la cause. On ramasse au filet tous ceux qui peuvent faire du tort. Et moi, je n'accepte pas qu'il n'est plus question que les militaires en activité aillent siéger au nom de la discipline avec tous ceux qui ont été mis à la porte des forces. On me dit qu'il faut les indemniser. Vous voyez, si c'est ça, la troisième République qu'on prépare, je regrette. Monsieur le Président, je reviens sur la question. Souvent, si on parle de la tribalisation, c'est parce qu'on regarde les unités conséquentes au sein des phases et on adresse un regard généralement vers la DSP et pour le maintien de l'ordre public, la garde civile. Lumbana, entendons-nous bien. Je vous ai dit ici que le premier commandant de la DSP s'appelait Tchatch, Kasaï oriental. Aujourd'hui, c'est le général Nzimbi, votre cousin. Et alors? Je vous dis, et alors? Il ne mérite pas. C'est de cela, c'est cela la tribalisation dont on parle. Ce n'est peut-être pas ça la tribalisation, c'est autre chose. Parce que vous ne saisissez pas très bien, lorsque c'était Tchachi, lorsque c'était Chibangu, ça n'était pas la tribalisation. On répond. Il faut répondre à ma question. Je suis là pour vous poser des questions, Monsieur le Président. Lieutenant Lundula, tu es de quelle région là? Je suis originaire de la région du Bas-Zaïre, Maréchal. Ah ben. Tu es dans quelle unité? Je suis dans la division spéciale présidentielle. Ah ben. Est-ce qu'il est d'ici? Il est Ngwandi. Et il est chargé de ma sécurité. Et je l'ai pris comme ça au hasard. Vous me dire, officier d'ordonnance auprès du chef de l'État. Tu es de quelle région? Du Sud Kivu, Maréchal. Sud Kivu. Mon médecin, au nom du tribalisme, il peut m'injecter n'importe quoi et me liquider. Docteur, vous êtes de quelle région? Je suis de la région du Sud Kivu. Voilà, mon médecin privé. Leur chef, le docteur Dioumi. Il est du Bas-Zaïre. Il est du Bas-Zaïre. Eh bien, un collègue à eux aussi, toujours le service spécial médical présidentiel, Azika. Il est de quelle région, docteur? Du Haut-Zaïre. Et le jeune là, qui est ici, là, comment? Mouchoua. Il est de? Du Haut-Zaïre. Lumbana, n'essayons pas ici de faire du tribalisme à rebours. Ça s'appelle tribalisme à rebours. Je dois toujours nommer à la tête de la DSP Chibangu, Tchachi, qui sont du Kasaï oriental. Ça fera du bien, ça sonne bien. Si en dehors de quelqu'un qui est proche parent, qui est de l'Équateur, alors on va dire tribalisme. Pourquoi est-ce que nous allons? Je vous ai dit tout à l'heure que le dépositaire des secrets militaires, tout ce que nous devons faire pour l'armée, dans un sens comme dans un autre, c'est avec le général Ilunga, le dépositaire de tous les secrets militaires. Quelqu'un qui va être nommé dans les 3 mois, nous deux nous le savons, personne d'autre. Ne parlons même pas de Nzimbi. Monsieur le Président, auriez-vous autre chose à ajouter sur le chapitre militaire? Ah oui, mais je ne peux pas clore ce chapitre
sans répondre à votre question sur mon statut. C'est bien cela, c'est Eh bien, le maréchalat, c'est quoi? C'est une dignité, c'est un officier dans le grade le plus élevé. Et lorsqu'on veut l'honorer pour service rendu, on lui accorde cette dignité-là. C'est une dignité nationale, c'est pas un grade. Et dans les pays de vieilles traditions militaires, à titre d'exemple la France par exemple, la Grande-Bretagne, eh bien, on est maréchal à vie. C'est-à-dire, jusqu'au dernier soupir, si j'ai les forces pour participer aux problèmes militaires, je dois toujours être là. Parce que ça honore l'armée. Voilà la vraie signification, la dignité. Dois-je comprendre que vous n'êtes plus militaire? Comment? Dois-je comprendre que vous n'êtes plus militaire, puisque candidat à la présidence de la République? Lumbana, président, je suis candidat président de la République pendant que je suis en fonction. Eh bien, le président est toujours chef suprême des forces armées. C'est ça la Constitution. Mais il n'est pas forcément militaire. Pas forcément. Je me dis, vous avez raison de le souligner, pas forcément. Mais ici, c'est un cas un peu spécial. Monsieur le Président, est-ce que vous vous êtes prononcé sur ce sujet, militaire, candidat à la présidence de la République? Eh bien, moi, je crois qu'il appartient aux autres de statuer sur un cas pareil, parce que vous me voyez, moi, dire que je dois être comme ça. Il faut que les autres me le disent. Je crois. Et dans mon chef, je crois que c'est le Parlement qui est habilité. Donc c'est une affaire à suivre. Oui, c'est le Parlement, puisque ce sont les élus du peuple. Alors on peut passer à autre chose, c'est un président. Oui. Le déballage, est-ce que ça vous donne des insomnies? Eh bien, il y a déballage et déballage. Lorsque l'on se réunit pour s'injurier, ça n'honore pas un pays, ça n'honore pas un peuple, croyez-moi. S'insulter, se lancer dans des règlements de compte. Je vais vous raconter une petite histoire qui vient de se produire à Kinshasa. Et chaque fois lorsque je pense à cela, eh bien, on dirait qu'il y a une espèce de détente chez moi, parce que ça me fait rire. Donc, c'est vécu, ce n'est pas une histoire quelconque. Deux professeurs d'université, dont l'un se trouve, politiquement parlant, dans la mouvance présidentielle, l'autre côté Union sacrée. Réunion tribale chez un autre Zaïrois, puisque les deux professeurs en question sont de la même tribu. Arrivé là-bas, eh ben, celui de l'Union sacrée, au cours de la réunion, s'est mis à m'injurier. L'autre ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Ils se sont battus et tout ça, on les a séparés. Et celui de l'Union sacrée lance à l'autre: vous êtes jaloux de moi parce que je suis très riche. Alors, l'autre de lui dit: si vous êtes très riche, c'est à cause du président Mobutu. Voilà, si c'est ça, la façon de préparer, de voir la Troisième République, ça fait pitié. Donc vous n'avez pas d'insomnie? Comment? Vous n'avez pas d'insomnie à cause du déballage? Ça ne me fait pas peur. Je voulais qu'on déballe n'importe quoi. Mais le déballage sur le chef de l'État, c'est depuis mon message à la nation du 24 avril 90. Ça peut faire du tort à l'image du candidat à la présidence de la République. Vous savez, citez-moi un seul exemple sur ce que vous me dites là, de tout ce qu'on a dit depuis le début, depuis 26 mois, 2 ans, 2 mois, ce que la presse de l'opposition raconte sur mon compte, on dit n'importe quoi. Eh bien, jusqu'à l'assassinat de Lumumba,
Je n'ai pas encore entendu quelqu'un me prouver que c'est le président Mobutu. C'est ça le déballage. J'attends. Monsieur le Président, il y a une question que je m'en voudrais de ne pas vous poser, c'est au sujet de l'urgence ou non d'un gouvernement de transition. Est-ce que vous y pensez? Quel serait éventuellement son mode de désignation? Si oui, quel devrait être, donc quel pourrait être éventuellement son mode de désignation? Je crois, Lumbana, que j'ai répondu déjà à cette question dans le communiqué du 15 juin. Mais la façon de désigner, c'est dans la Constitution. La conférence demande un Premier ministre issu d'elle, la conférence nationale. Eh bien, revenons sur toutes les déclarations ou prises de position au sujet de la conférence nationale. Je crois que l'autorité habilitée à engager d'une manière, je dirais, correcte la conférence nationale, c'est Monseigneur Mosengo, son président. À plusieurs reprises, que ce soit à l'intention de la presse nationale, de la presse étrangère, ou des conférenciers eux-mêmes, qui n'a pas cessé de rappeler à tout le monde que on n'est pas à la conférence nationale pour accéder au pouvoir. Le pouvoir, c'est par la voie démocratique. Et je vais vous dire ici que ce serait comme chef mentir que de vous dire que ça ne m'intéresse pas le sujet. On m'en parle. Vous voyez les gens défiler matin, midi, soir à Badon. Chaque jour, combien d'avions qui m'arrivent ici, tous les visages, tout cela, ben, tout le monde est candidat à Premier ministre. Est-ce qu'il y a des contacts qui, plus ou moins secrets, qui auraient été pris pour la formation de ce gouvernement? Selon quel mode? Genre négociation au Palais de Marbre? Écoutez, le chef de l'État est le dépositaire de tous les secrets d'État. Et lorsque je rappelle à tout le monde que la responsabilité de désigner un Premier ministre est un rôle dévolu au chef de l'État par la Constitution, eh bien, c'est pour éviter des débordements. Eh bien, il ne peut désigner que par moi. Eh bien, nous sommes dans la transition. Lumbana, je suis le premier à vous dire, parce que je le reconnais, et on ne peut pas s'en cacher, la transition est une période très difficile. Et il faut qu'il y ait entente tacite entre tous les acteurs, qu'on soit de la mouvance présidentielle, qu'on soit de l'opposition. Eh bien, on se met ensemble au service du peuple, au nom de cette entente que je trouve tacite, au nom d'un consensus à l'africaine, à la